Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce nouvel événement de la base en ligne. Je m'appelle Peyo et c'est moi qui suis en charge de présenter un petit peu la base. Alors, aujourd'hui, on va parler tout d'abord de la finance éthique. Et juste avant cela, je vais vous présenter succinctement la base. La base, ça a été créé en mars 2019 et donc ce sont 10 organisations qui ont créé ce lieu qui est situé au 31 rue Bichat dans le 10e arrondissement. C'est un endroit qui est de 700 mètres carrés, qui est dédié à la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. Donc, au rez-de-chaussée de ce lieu, excusez-moi, je suis un petit peu stressé. Au rez-de-chaussée de ce lieu, nous avons un bar qui accueille chaque semaine des conférences, des débats, des concerts, des pièces de théâtre, des brocantes et plein d'événements. Donc, c'est un lieu très vivant et qui, bien sûr, fonctionne grâce à ses bénévoles, avec une centaine de bénévoles qui sont évidemment qui travaillent tous les jours pour faire en sorte, pour contribuer à faire que ce lieu fonctionne bien. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la finance éthique et je vais laisser la parole à Alice Moreau excusez-moi, qui va être la modératrice de ce live. Alice, Oui, c'est à toi. oui, merci Peyo. Bonjour à toutes et à tous de nous avoir rejoints sur ce live organisé par la base. Donc, je m'appelle Alice, moi je suis bénévole au groupe local parisien d'Oxfam, qui est une ONG de solidarité internationale. Et donc, comme vous tous en ce moment, on est confinés donc, à cause de cette crise sanitaire. Mais ce n'est pas la seule crise en ce moment. En fait, elle n'a pas effacé les autres crises qui existent. Et donc, on se demande tous qu'est-ce qu'on peut faire pour le jour d'après, hein, c'est quelque chose dont tout le monde parle en ce moment, le jour d'après. Et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel quand on est confiné chez soi? Eh bien, il y a quelque chose d'assez simple et d'accessible à beaucoup, et donc qui a trait à la finance. Hem Et donc pour vous expliquer quelles sont les relations entre la finance et la crise écologique, je vais d'abord laisser la parole à Laurette Philippot des Amis de la Terre et Alexandre Poidatz d'Oxfam. Mon micro activé là, c'est bon? Ok, super. Alors, je vais partager l'écran parce qu'on a fait une petite présentation. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Alexandre. Je travaille pour l'ONG Oxfam France. Je suis chargé de plaidoyer sur les questions de finance et transition énergétique. Et ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Donc, dans cette première présentation qu'on va faire avec Laurette des Amis de la Terre qui se présentera après, on voulait un peu vous résumer le diagnostic, l'enjeu de la finance, c'est quoi la finance éthique et ses enjeux vis-à-vis du changement climatique en général. Donc, tout d'abord, on voulait vous présenter rapidement c'est quoi la finance verte en général, ce dont on parle, et pourquoi on parle des banques. Alors, je ne vous vois pas, on n'est pas dans une salle ensemble, mais on va quand même pratiquer une petite session ensemble. Je vais vous poser 3 questions et vous levez la main, même si vous êtes tout seul dans votre chambre et c'est ridicule, c'est pas grave, levez votre main. La première question, c'est face aux enjeux du changement climatique, est-ce que vous avez changé vos habitudes alimentaires? Est-ce que vous avez mangé moins de viande? Vous faites plus attention à consommer local? Si c'est le cas, levez la main, même si vous êtes tout seul. C'est pas grave. Face aux enjeux climatiques, deuxième question, est-ce que vous avez modifié vos façons de vous balader, votre mobilité en gros? Donc, est-ce que vous prenez plus le vélo? Est-ce que vous prenez plus les transports en commun? Donc, si c'est le cas, levez la main. Et la troisième question, c'est est-ce que face aux enjeux du changement climatique, vous avez changé de banque? Si c'est le cas, levez la main. Donc, je sais qu'on est en live et que je ne vous vois pas, mais logiquement, ce que j'ai déjà fait en vrai, il y a beaucoup moins de personnes qui ont levé la main pour la troisième option.
Donc, beaucoup de gens changent leur comportement, leur mobilité, leur façon de s'alimenter, mais ne vont pas forcément changer leur compte en banque. Pourtant, les banques ont un pouvoir énorme sur le changement climatique et ont un impact énorme sur le changement climatique. Normalement, alors, je vais essayer. Yes. Donc ça, j'ai déjà fait. Donc normalement, quand on pense à des entreprises qui polluent beaucoup, on va penser à Total, Shell, les grosses industries dont on parle régulièrement. Mais derrière toutes ces grosses industries qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, il y a les banques, notamment les banques françaises. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que la finance d'aujourd'hui, ça façonne le monde de demain. En gros, quand vous mettez 1 euro aujourd'hui, quand une banque va mettre 1 euro dans un projet de charbon, de pétrole, de gaz aujourd'hui, eh ben, ça va durer encore des dizaines d'années, ça peut durer encore jusqu'à 2050. Et donc, c'est un énorme enjeu. Et en fait, derrière toutes les entreprises qu'on voit là, toutes ces grosses entreprises multinationales, elles ne peuvent pas réaliser de projets si elles n'ont pas les financements des banques qui va derrière. Or, on a tous un compte en banque et on a tous notre épargne, on y reviendra après. Donc, l'énorme enjeu aujourd'hui pour pouvoir respecter une trajectoire de réchauffement en dessous de 2 degrés et si possible à 1,5 degré, c'est de réorienter l'ensemble des flux financiers vers une économie bas carbone, vers des énergies renouvelables plutôt que des énergies fossiles. Et c'est pourquoi la finance est fondamentale. Alors pourquoi on parle des banques françaises? Parce qu'évidemment, nous sommes des citoyens français, des consommateurs français, qu'on a un compte en banque. Et surtout parce qu'elles ont un poids énorme. En fait, les banques françaises, c'est dans les plus grosses banques européennes et c'est dans les plus grosses banques mondiales. Au niveau européen, elles font partie des top 10 des banques européennes et elles font partie des top 20 au niveau mondial. Juste pour vous donner un chiffre, on ne va pas trop vous encombrer de chiffres, mais juste pour vous donner un chiffre assez impressionnant, c'est qu'elles gèrent des actifs de 8 500 milliards de dollars. Alors c'est énorme, ça ne veut rien dire, mais en gros, chaque année, elles gèrent plus de 4 fois le PIB de la France. C'est absolument conséquent. Et en fait, avec cet argent, elles vont pouvoir financer plein d'activités, plein d'entreprises dans le monde. Or, si c'est des entreprises qui sont bas carbone, c'est plutôt positif. Et si, au contraire, elles émettent beaucoup de CO2, alors ça nous enferme dans un modèle fossilisé qui anéantit tout espoir de lutte contre les changements climatiques. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Laurette qui va vous expliquer notamment pourquoi c'est un énorme enjeu, notamment le secteur énergétique. En gros, juste un chiffre à retenir et on va surtout parler des entreprises énergétiques et du financement énergétique des banques françaises parce que 80% des émissions de CO2 dans le monde, c'est dû au pétrole, au gaz et au charbon. Laurette, je te laisse la parole. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, moi, c'est Laurette, je suis chargée de campagne Finance privée aux Amis de la Terre. Et donc, je travaille notamment sur les soutiens, en l'occurrence massifs, des banques françaises aux énergies fossiles. Et donc, pour revenir un petit peu à l'enjeu des énergies fossiles, on connaît le contexte de l'urgence climatique. On sait qu'on a quelques années, une dizaine d'années au maximum, pour infléchir de manière radicale la courbe des émissions de gaz à effet de serre, pour rester dans la limite de 1,5 degré, ce que les scientifiques du GIEC disent être la limite maximale pour éviter les conséquences les plus dramatiques des changements climatiques. Et ce qu'on a vu dans les derniers 5 ans, depuis justement l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, c'est une augmentation massive des développements des énergies fossiles, donc ce qui va complètement à l'encontre de ce que requiert une action climatique. Et aujourd'hui, on voit que dans le budget carbone mondial, donc dans ce qu'on est autorisé à émettre afin de rester dans la limite de 1,5 degré, on n'a pas la place pour développer la moindre énergie fossile, pour ouvrir le moindre gisement pétrolier ou pour exploiter la moindre nouvelle centrale à charbon. Et donc ça, c'est ce que dit la science, mais en parallèle, ce que prévoit l'industrie, aidée par les banques et aidée par leur gouvernement, c'est d'augmenter de manière massive la production d'énergie fossile. Ce que nous dit l'ONU, c'est que d'ici 2030, ce qui est prévu par les industriels, c'est 2 fois plus d'énergie fossile que ce qu'on est capable de consommer en termes d'empreinte carbone pour rester dans la limite des 1,5 degrés.
Donc la tendance est complètement inverse à ce qu'on devrait faire. Quelques petits exemples justement sur le charbon. On se dit le charbon, c'est vraiment une énergie fossile qui est identifiée comme sale depuis très longtemps. C'est une énergie du passé qui est plus utilisée. La situation est que non seulement on n'est pas en train d'en sortir, mais qu'on est en train à chaque jour de construire des nouvelles centrales à charbon. Donc la flotte des centrales à charbon augmente chaque année grâce du coup à des nouveaux financements des capitaux publics et privés. Alex, si tu peux mettre la prochaine. Et pour le pétrole et le gaz, c'est la même chose. Donc ça, ce schéma montre les développements qui sont prévus d'ici 10 ans dans les énergies fossiles et dans les pétroles et gaz. Et donc on voit que, notamment aux États-Unis, où les pétroles et gaz de schiste, notamment les sables bitumineux, sont en cours d'exploitation, on va vers un boom justement de ces énergies fossiles. Donc on va empirer la situation actuelle qui est déjà critique. Donc pour revenir aux banques, justement, régulièrement, on publie des rapports pour justement identifier quels sont les flux financiers internationaux qui vont vers les énergies fossiles. Donc il y a des rapports internationaux et des rapports français. Ça, c'est issu du dernier rapport qui est sorti il y a 1 mois maintenant, qui identifiait les flux financiers, donc les financements, à la fois les prêts et les émissions d'actions et d'obligations sur les marchés financiers, de 35 banques internationales aux énergies fossiles. Et ce qu'on voit, c'est que malgré les discours, la communication et notamment le greenwashing, les financements des grandes banques internationales aux énergies fossiles ne fait qu'augmenter. On n'en est même pas au moment où on n'est pas assez radical dans notre action climatique, c'est qu'on empire chaque jour un peu plus le problème. Et donc, ces banques-là au niveau international, depuis la signature de l'accord de Paris, c'est 2700 milliards de dollars qui sont allés au pétrole, au gaz et au charbon. Je précise à ce moment-là que justement pour aller chercher ces informations, pour justement donner ces chiffres-là, on a dû typiquement, nous, ONG, travailler et payer pour pouvoir construire ces bases de données que en fait, citoyens et citoyennes, auxquels les citoyens et citoyennes n'ont pas accès de manière générale sans ce travail-là. Si on regarde ce que font les banques françaises, donc les 4 mastodontes notamment dont parlait Alex plus haut, donc Crédit Agricole, Société Générale, Banque Populaire, Caisse d'épargne et BNP Paribas, elles, ce sont 214 milliards qu'elles ont donnés donc, aux énergies fossiles depuis la COP21. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce chiffre, également pour les banques françaises, augmente. Les banques françaises ont augmenté de 43% leur soutien aux énergies fossiles depuis entre 2016 et 2019. Donc, c'est des chiffres qui sont vraiment catastrophiques. Et ce qu'on voit, c'est qu'au moment où on ne peut pas justement se permettre de construire des nouvelles infrastructures fossiles, elles soutiennent le financement de nouvelles centrales, de nouveaux pipelines, de nouveaux terminaux gaziers, etc. Donc, toutes ces nouvelles infrastructures qui, une fois financées, qu'elles ont bien coûté 20 milliards de dollars, on va bien profiter d'elles pendant 40 ans et donc au-delà de 2050. Et donc, les banques françaises, notamment, qui disent être sorties notamment du charbon, là, entre 2017 et 2019, elles ont continué à financer la construction de nouvelles centrales à charbon en finançant les entreprises qui portent ces projets-là. Et donc, c'est près de 20 milliards de dollars de la part de ces 4 banques françaises qui sont allées aux entreprises qui, malgré l'urgence climatique, construisent encore donc des centrales à charbon. Donc, les exemples se multiplient un peu partout dans le monde. Il y a des projets à l'appel partout dans lesquels on retrouve très souvent les banques françaises, même quasi sur tous les projets, les grands projets d'énergie fossile, notamment gaziers. C'est à toi, je pense, Alex. Yes, donc là c'est juste pour au-delà de l'expansion dont parlait Laurette, donc d'une augmentation de plus en plus des financements des énergies fossiles. Globalement, c'est quoi la situation pour les banques françaises? Et en gros, ce que vous devez savoir, c'est que pour les plus grosses banques françaises, sur 10 € de financement énergétique, il y en a 7 qui vont dans les énergies fossiles, 2 € dans les énergies renouvelables et 1 € dans le nucléaire ou d'autres types d'énergie. Donc très clairement, elles sont encore très carbonées
Et en fait, ce qui est assez impressionnant et ce qui est très important de souligner, c'est que en fait, une banque française, elle finance des projets partout. Donc, on peut parler de la France et de notre argent en France, mais ça va financer des centrales en Chine, ça va financer des pétroles et du gaz de schiste aux États-Unis. C'est vraiment massif le poids des banques françaises. C'est pour ça qu'on parle en milliards d'euros également. Alors, bon, là, c'est juste pour... Enfin, ce graphique reprenait un peu des chiffres qu'on a déjà montrés dans nos rapports, mais Laurette en a beaucoup parlé déjà, qui montre que même, par exemple, de 2016 à 2017, c'était les 2 années qui suivaient la COP21, en fait, les banques françaises, elles ont augmenté leur financement aux énergies fossiles quand elles ont baissé leur financement aux énergies renouvelables. Donc, on n'est pas du tout vers une trajectoire. Alors, par contre, du coup, on a sorti beaucoup de rapports, comme disait Laurette, sur les financements aux énergies fossiles. Mais on s'est demandé, au-delà d'une métrique en euros, qu'est-ce que ça représente en CO2? Parce qu'en fait, quand une banque va financer une centrale à charbon, ok, c'est pas la banque qui émet, mais elle est responsable. Elle a une responsabilité vis-à-vis de son financement. Et aujourd'hui, il y a des méthodologies qui permettent de faire ça. Donc, on a sorti un rapport à la fin de l'année dernière qui permet de calculer l'empreinte carbone de chaque banque. Et on a uniquement regardé dans le secteur de l'énergie. Donc, uniquement leur financement dans le secteur de l'énergie, même pas le transport, même pas l'industrie aérien, etc., l'agriculture, d'autres secteurs qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et ce qu'on a constaté, et c'est assez massif, c'est que l'empreinte carbone des 4 plus grosses banques françaises est 4 fois supérieure, et plus de 4 fois supérieure à l'empreinte carbone de l'ensemble de la France. Donc, c'est-à-dire qu'à l'empreinte carbone de nous tous, citoyens français réunis. Alors, ça s'explique, comme je vous disais aussi, parce qu'ils financent des projets partout dans le monde. Donc, en Chine, en Afrique, aux États-Unis, mais c'est quand même considérable et ça montre l'impact écologique qu'ils ont, et c'est pourquoi la finance a un rôle extrêmement important à jouer. Laurette, Ah non, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié de... donc, ça, c'est pour vous montrer décomposition par banque. En fait, là, on voit bien que la banque qui émet le plus, c'est BNP Paribas, ensuite c'est Crédit Agricole, puis Société Générale, puis Banque Populaire, Caisse d'Épargne. BPCE, c'est Banque Populaire, Caisse d'Épargne. C'est un peu logique parce que c'est en fonction de leur taille, mais si on compare par chaque euro investi, en fait, on constate que celle qui est la plus intensive en carbone, c'est Société Générale. Ensuite, c'est en gros, à chaque fois que vous mettez 1 euro dans Société Générale, il y a 390 grammes minimum de CO2 qui est mis derrière. Ensuite, c'est BNP, puis Crédit Agricole, puis Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Bon, pour Société Générale, c'est le mauvais élève et je laisserai sûrement Laurette en parler parce qu'elle connaît très bien le sujet, mais c'est notamment parce qu'elle finance beaucoup le pétrole et le gaz de schiste aux États-Unis, par exemple, qui est particulièrement climaticide. Quelques exemples, alors je vais passer sur celui-là parce qu'on n'a plus trop de temps, mais ça va vous parler parce que c'est Total. Donc, juste en 2018, ça, c'est les actions achetées par Total des banques françaises. Et en fait, en gros, vu les actions achetées par Total, enfin par les banques françaises à Total, donc elles ont contribué aux émissions qu'a mis Total, ça représente quasiment 5,6 millions de voitures essence en une année. Enfin, c'est absolument considérable. Donc il faut vraiment que les banques commencent à ralentir leur financement à ces énormes majors pétrolières. Je te laisse la parole, Laurette. Donc face à ça, c'était aussi l'enjeu de pouvoir montrer de quelle manière c'était possible de résister contre ces banques fossiles et qu'est-ce qu'on pouvait faire individuellement, on en parlera plus tard, mais aussi collectivement. C'est notamment justement en résistant face à elles. Donc les Amis de la Terre, ça fait depuis une quinzaine d'années qu'on se mobilise contre les banques françaises et leur soutien aux énergies fossiles. On s'était mobilisé avant la COP21 pour justement exiger la fin de leur soutien aux centrales à charbon et aux mines de charbon. Ça avait donné lieu à de grandes mobilisations contre Société Générale notamment, BNP Paribas également. Et justement, ces mobilisations citoyennes et le fait de construire un rapport de force vis-à-vis d'elles, ça a permis au fur et à mesure du temps de les pousser à prendre des engagements pour sortir de certains secteurs très polluants. Donc en 2015, elles s'engageaient à ne plus financer directement donc des nouveaux projets charbon, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'elles continuent à financer les entreprises qui les portent, et donc c'est une bataille qu'on mène encore. On s'est également battu contre les soutiens de BNP Paribas à un projet au Texas et au secteur des pétroles et gaz de schiste et des sables bitumineux. Ça a justement poussé à ce que la banque se retire
de ces secteurs-là, d'une partie en tout cas de ce secteur-là. Et là, depuis un an, on mène une campagne avec Action No Violence COP21 et du coup le groupe Action Climat Paris qui réside à la base notamment pour exiger de Société Générale qu'elle mette fin à ce soutien au pétrole et au gaz et notamment au secteur non conventionnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plus grosse masse de nouvelles émissions que se prépare à relâcher l'industrie fossile, elle est aux États-Unis. Donc 60% de justement des nouvelles émissions que prévoit l'industrie, c'est par la fracturation hydraulique, c'est par le pétrole et le gaz de schiste, donc ce à quoi en France on a dit non depuis 2011. Et donc les banques françaises, donc on a dit non à ça en France. Par contre, les banques françaises, elles arrivent très bien à s'exporter pour financer ça à l'étranger. Et donc Société Générale finance le secteur et également soutient un projet particulier d'exportation de gaz de schiste, donc un projet de 20 milliards d'euros, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, qui aurait des impacts climatiques immenses, qui violent le droit des populations autochtones. Et donc, on s'est mobilisé depuis un an contre ce projet et on continuera à le faire. Mais justement, cette approche, et les chiffres le disent, c'est que sans doute, on a permis à des projets de ne pas avoir lieu. On a permis à justement à ce que les banques françaises poussent aussi d'autres au niveau international à arrêter de soutenir certains secteurs polluants. Par contre, les chiffres le montrent, les financements des banques françaises et des banques internationales continuent à augmenter. Et donc, il faut continuer à résister directement vis-à-vis de ces banques-là et de certains projets, mais il faut aussi exiger, et ça c'est impératif, que l'État bouge et encadre donc les activités des banques qui mettent en péril notre survie à tous. Et là, je relaisse la parole à Alès. Alors là, vous avez une belle image de notre cher ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais un des enjeux, effectivement, n'est pas que de demander aux banques, comme disait Laurette, une visibilité ou de prendre des actions, mais aussi au gouvernement et à l'État. Et en fait, le constat qu'on a dressé, c'est que lorsque les banques françaises émettent 4 fois plus de gaz à effet de serre en une année que l'ensemble du territoire français, en fait, c'est une affaire d'État. Et vu la quantité d'émissions qu'elle rejette et qu'elle contribue à rejeter, ça nous emmène droit dans le mur, ça nous emmène vers une trajectoire largement supérieure à 1,5 degré. Et donc, c'est vraiment une affaire d'État qui doit réguler les banques françaises, qui doit réguler leur financement et les réorienter pour, d'une part, éviter le risque climatique, mais aussi, d'autre part, éviter le risque financier. Le risque climatique, tout simplement, parce que, comme je viens de l'évoquer, elles émettent énormément de CO2. C'est aussi un risque humain, parce que derrière, les premières populations qui sont touchées par le changement climatique, ce sont les populations les plus vulnérables dans les pays en voie de développement, notamment les femmes. Et c'est aussi derrière un rôle de l'État. L'État doit réguler et doit s'emparer du sujet parce qu'il y a un véritable risque financier. C'est un peu technique, mais je vais très vite dessus. En fait, c'est simple. Quand une banque elle achète une action, un titre sur les marchés financiers, bah, cette action, elle augmente, elle baisse, etc. Et en fait, sur le long terme, l'ensemble des titres un peu carbonés, si vous voulez, pollués, que possèdent les banques, en fait, elles vont perdre de la valeur. Parce que le futur, ce n'est pas le pétrole, le gaz ou le charbon. Le futur, c'est les énergies renouvelables et c'est la transition écologique. Donc, petit à petit, elles vont perdre de la valeur. Et l'exemple le plus frappant qu'on a, c'est en ce moment, avec la crise du coronavirus qui se couple d'une crise sur les marchés financiers des cours boursiers pétroliers. Ça n'a pas dû vous échapper dans l'actualité hier que les cours boursiers du pétrole, ils étaient même négatifs et que les investisseurs veulent se détacher du pétrole complètement. Et en fait, ça montre que même pour les banques, il y a un risque financier. Évidemment, la préoccupation principale, c'est le climat et c'est la planète, mais derrière, même pour elles, il y a un risque parce qu'elles sont incapables d'avoir une vision long terme et qu'à long terme, tous ces actifs qu'elles financent, tous ces prêts qu'elles font, en fait, elles vont perdre de l'argent dessus. Donc, c'est pourquoi on exige une régulation de l'État. Bon, on est très mobilisé avec les émulataires, donc Oxfam et les émulataires, on a une campagne en cours pour demander une régulation auprès de la Banque de France, des députés, du gouvernement, pour qu'ils puissent réorienter les financements des banques, interdire certains financements et encourager d'autres financements. C'était notamment sur le charbon, c'était un engagement qu'avait pris Bruno Le Maire en 2018, comme vous pouvez le voir. Ce n'est toujours pas le cas, mais on va continuer à se battre. Et
je relaisse la parole à Laurette qui va vous parler maintenant des alternatives et qui fera le pont avec les autres intervenants qui vont suivre. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a, de toute façon, il y a deux pans à l'action. Il y a le fait de résister contre les causes du problème, résister contre ces grosses multinationales et exiger de l'État qui prenne ses responsabilités pour les encadrer et pour éviter de nous mener à la catastrophe. Et l'autre pan d'action qu'il faut développer, c'est justement nos alternatives, de quelle manière on pense le monde de demain, et donc laisser une place plus grande aux banques éthiques notamment. Donc c'est aussi un plan d'action qu'on a essayé de développer aux Amis de la Terre. Juste très rapidement, on a publié ce guide, je crois qu'il date d'il y a 2-3 ans déjà, mais justement qui remet un peu toutes les infos sur quelles sont les banques qu'il faut éviter absolument et de quelle manière en fait on peut faire en sorte que notre argent serve du coup la transition écologique et solidaire, et du coup n'aille pas continuer à financer les causes du dérèglement climatique et des inégalités. Tu peux passer le slide. Ouais, et donc une dernière chose, je pense qu'on ne pourra pas développer, mais on va peut-être laisser le temps des questions pour justement pouvoir peut-être échanger là-dessus, si vous posez un peu des questions là-dessus. C'est quel est le rôle en ce moment de la finance, donc à la fois de ces banques-là et le rôle des banques publiques qui sont en train de créer leur réponse face à la crise du Covid. Donc c'est quelque chose dont on serait heureux de discuter plus tard si les questions viennent sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci Laurette et Alexandre. Donc comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs combats à mener. Donc il faut faire en sorte que les banques actuelles changent leur comportement. Et donc ça, heureusement, on a Oxfam et les Amis de la Terre, entre autres, qui travaillent beaucoup là-dessus. À côté de ça, il existe aussi déjà une finance éthique. Et donc avec des solutions qui sont déjà là. Par exemple, donc le premier exemple qu'on voudrait vous présenter, c'est l'ANEF. Et nous avons pour cela deux membres de l'ANEF, Léo Miranda et Bernard Orenbeck, qui vont pouvoir vous en dire plus. Oui, je vais laisser peut-être la parole à Bernard Orenbeck, peut-être dans un premier temps. Merci Léo, je te la repasse tout de suite. Alors, effectivement, c'est important de se demander aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que c'est qu'une banque éthique? Comment est-ce qu'on peut formaliser un petit peu la banque éthique? Aujourd'hui, nous, à la NEF, on n'est pas les seuls. Il y a à travers l'Europe tout un réseau de banques éthiques qui est constitué autour de la FEDEA, la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives. Et on s'est organisé pour essayer de comprendre et de baliser qu'est-ce qui pouvait faire cette éthique. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'en fait, en 2008, jusqu'à 2008, je dirais, la plupart des gens s'en foutaient. Et puis en 2008, tout d'un coup, c'est la crise financière. Et à ce moment-là, il y a quand même une réaction, c'est qu'on se rend compte que l'argent, il a une vie, il a une circulation, il a une intensité, il a une activité qui nous échappe complètement et qui peut avoir des effets terribles sur la société dans laquelle on vit. On vient d'avoir l'exemple sur la question carbone, là, on l'a sur l'ensemble de la crise de 2008. Et donc, il y a énormément de citoyens qui ont commencé à se questionner, à s'intéresser à ce réseau de banques éthiques, mais ils ne sont pas les seuls. Les banques aussi sont devenues extrêmement intéressées, et d'ailleurs aujourd'hui, si vous regardez la publicité des banques, vous verrez qu'en fait, elles sont toutes éthiques. Elles s'occupent toutes de vous, elles vous préparent toutes les étapes importantes de votre vie, elles vous accompagnent, elles vous soignent, elles vous dorlotent. Les banquiers sont des gens extraordinaires et les banques sont là tout au long de votre vie pour vous aider. Bon, on voit rarement les images qu'on a vues sur la présentation des Amis de la Terre d'Oxfam, de ces usines et de cette consommation carbone. Et en réalité, parce que les banques, c'est généralement une boîte noire. Autrefois, c'était d'ailleurs assez simple. L'argent, on ne sait pas très bien ce qu'il devient. Hein. Il y a quelques années, quand on devait parler de la banque, on a l'argent sur un compte et puis on va le chercher
au Mr Cash, au banc contact, à l'appareil, à la machine à sous, et tout d'un coup, il existe. Et entre les deux, c'est la boîte noire. On ne sait pas ce qu'il devient. Aujourd'hui, c'est pire, on croit qu'on sait ce qu'il est. Parce qu'en fait, on a son application et on est là et on peut le faire circuler sur son compte d'épargne, sur son compte courant, on peut l'envoyer pour payer son loyer, pour payer tel ou tel achat, et on a l'impression qu'on le maîtrise. En réalité, on ne maîtrise rien. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière, parce qu'en fait, c'est pas de l'argent, ce qu'on touche, c'est à un certain moment, un petit peu d'argent qu'on a en main pendant quelques instants, et pas toujours en main. Mais pendant tout ce temps-là, cet argent, il a une vie. Et sur cette vie-là, on ne nous dit rien. Et il faut aller faire des études comme celles qu'on vient de voir pour essayer de comprendre quel est le chemin, quelle est la vie de cet argent. Mais cet argent, il passe partout. Et il va soutenir des projets, il va soutenir des activités, il va aller développer une activité économique ici ou là dont on ne sait rien. Alexandre demandait qui a changé de banque. Effectivement, c'est pas la première réaction qu'on a. Bon, la banque, j'ai pas beaucoup d'argent. Mais quand quelques milliards de personnes n'ont pas beaucoup d'argent, ça fait quand même déjà beaucoup d'argent. Ça, je peux vous l'assurer. Et que donc, quand on dit derrière ces grandes sociétés qui polluent, il y a des banques, eh bien, il faut aller encore un cran plus loin. Derrière ces banques, il y a des citoyens. Et ces citoyens sont aussi maîtres de ce qui peut advenir de leur argent, et on a peut-être même le devoir de le vérifier. Et ça veut dire qu'une des premières règles dans ce que peut être une banque éthique, une des choses les plus importantes, c'est la question de la transparence des flux d'argent, de la clarté sur ce que va faire l'argent, d'où est-ce qu'il va venir et où il va aller. C'est-à-dire s'interroger sur l'origine de l'argent et sur sa destination, sur son utilisation. Et c'est là qu'on va trouver les fondamentaux d'une banque éthique aujourd'hui en Europe, c'est de savoir d'abord quelle est l'origine de l'argent. Et c'est un des premiers éléments dans la charte de la FEBA, c'est qu'en fait, le rôle d'une banque éthique, c'est en fait d'œuvrer au bien commun. Et pour œuvrer au bien commun, eh bien, il faut, en termes d'origine de l'argent, s'assurer qu'il vient bien des citoyens, de l'épargne, que cet argent qui a une qualité, que c'est pas de l'argent illicite ou qui viendrait de je ne sais quelle activité. Non, c'est de l'argent qui a une propreté, une légalité, une clarté. Et quand on connaît son origine, il reste à savoir à quoi on va l'utiliser pendant qu'il nous est confié, le plus souvent sous forme de l'épargne, parce que c'est là qu'il prend évidemment le plus de sens dans son action. Et quand on va réfléchir à la destination de cet argent, eh bien, il va falloir que le but, il ait un impact positif. C'est-à-dire qu'en fait, se dire qu'on est une banque éthique, ça veut dire se poser la question de savoir quel est l'impact que chacun des actes financiers que je fais peut avoir sur la société autour de moi. Est-ce que si je fais tel acte de financement, j'encourage de la consommation carbone, ou bien est-ce qu'au contraire, je vais encourager une amélioration positive pour la société? Être une banque éthique, c'est se poser cette question-là à chacun des actes financiers qu'on va faire. Et donc, ça veut dire qu'il faut toujours s'inquiéter de savoir quelle est la destination de l'argent, à quoi il va servir, comment est-ce qu'on va le faire vivre son chemin, et vers quoi est-ce qu'il va aller. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir une attention toute particulière au crédit dans l'utilisation de l'argent, qui doit être pour les banques éthiques une utilisation fondamentale de l'argent, parce qu'en fait, le droit au crédit, c'est la capacité de transformer cet argent en levier auprès des entrepreneurs, auprès de ceux qui veulent investir pour avoir des projets qui améliorent la société. Et à ce titre-là, la banque éthique, c'est un intermédiaire entre des citoyens qui ont envie que la société s'améliore et des clients qui sont des entrepreneurs sociaux, comme on les appelle souvent, sociétaux, qui veulent améliorer la société par des actions économiques, culturelles, sociales, environnementales, évidemment. Et donc, la banque éthique, c'est celui qui va faire l'intermédiaire entre les deux et qui assure une responsabilité totale sur le chemin de l'argent et qui transmet cette transparence. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter de regarder la publicité de nos amis banquiers, mais il faut aller voir là derrière. Il faut aller voir quel est le chemin qui est parcouru. Est-ce qu'on a accès à ce chemin-là? Comment? Et qu'est-ce qui nous est dit sur l'utilisation qui va être faite
de notre argent. Quand on demande la transparence, de voir clair, de savoir ce qu'il y a derrière, eh bien très vite, on va aussi de l'utilisation à la question de la gestion, de la gouvernance de la banque éthique. Et ça veut dire que une banque éthique, c'est pas seulement une banque qui veille à une bonne utilisation, mais c'est une banque qui rend des comptes à ses clients, à ses sociétaires. C'est-à-dire que on n'est pas seulement là, on n'est d'abord pas du tout là pour faire de l'argent, on est là pour participer de l'amélioration de la société, même si le modèle économique doit être évidemment tenable et qu'il doit être durable. Mais en plus de ça, on doit veiller à être soumis à une gestion qui devient collective et dans laquelle les clients sont aussi des épargnants, des sociétaires, et à ce titre peuvent agir sur la réalité de la société dans laquelle on est. À la Nef, nous, oui, on gère 600 millions, quelque chose comme ça, mais c'est pas à nous cet argent. Il appartient à 60 000 personnes, clients et sociétaires, qui nous le confient pour qu'on le transforme. Et c'est la seule chose qu'on fait, quelque part, en tant que banque éthique. C'est prendre de l'argent et l'utiliser pour qu'il ait un effet positif et une action positive. Et ça, c'est le rôle essentiel d'une banque éthique. Alors évidemment, du coup, on peut aller plus loin là-dessus et se dire que ça veut dire qu'une banque éthique, évidemment, ne va pas spéculer. Ça veut dire que l'essentiel de son activité, ça va être dans la bonne utilisation de l'argent, et c'est-à-dire sous forme de crédit, d'assurer d'ailleurs quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, qui est de l'ordre du droit au crédit, qui est qui est-ce qui a droit au crédit? Comment est-ce qu'on peut faire pour le rendre disponible auprès de ceux qui veulent agir sur la société? C'est une question dont on parle encore assez peu, mais qui va certainement revenir avec l'après-Covid au devant de l'actualité, parce que la question du droit au crédit et de son accès va se poser avec une acuité sans doute renouvelée. Mais je ne vais pas faire Madame Soleil, on en reparlera dans une prochaine rencontre dans quelques mois. Et donc, ça veut dire que cette activité bancaire doit se faire dans la transparence, doit se faire autour de la question de la participation, c'est-à-dire que c'est pas moi comme directeur de la Nef qui décide de tout, non, c'est l'ensemble de la coopérative qui se doit de donner des directions à l'utilisation de l'argent. Si on veut une banque éthique, il faut de la transparence, il faut de la participation et il faut agir sur les réalités, agir sur l'économie réelle. Et je vous dis ça entre parenthèses, en 2008, au moment de la crise de 2008, les grandes banques étaient toutes en train d'imploser, d'exploser, de se racheter les unes les autres pour celles qui tenaient le coup, ou de faire faillite, et les États étaient en train derrière d'allonger des milliards. Il y a une catégorie de banques qui est passée à travers toute la crise de 2008, sans aucun problème. Et c'était les banques éthiques européennes. Les banques éthiques européennes, pourquoi? Parce que elles avaient la volonté de la transparence au moment où on était dans une complexité financière et la création de produits auxquels plus personne ne comprenait rien et auxquels on les vendait aux citoyens sans plus comprendre ce qu'il y avait derrière. Et parce que la finance éthique, elle travaille sur l'économie réelle, la réalité de nos entreprises et de notre activité au moment où les banques étaient parties dans la construction de produits financiers complètement aberrants. Et ça veut dire qu'elles ont passé la crise sans aucune difficulté et que depuis lors, nombre de ces banques se réclament de cette éthique ou vont en tout cas venir vous susciter, vous attirer autant qu'elles le peuvent avec cette éthique. Et j'ai envie de dire, avant de passer la parole à Léo pour aller plus dans le concret que ce que je vais faire, j'ai envie de vous dire, attention, parce que ça veut dire que ça nous nécessite, nous, en tant que citoyens, une exigence toujours plus forte d'aller voir qu'est-ce qu'on fait réellement avec mon argent. Est-ce qu'on est en train de le transformer en carbone de plus en plus tout en prétendant que on ne finance que des éoliennes, et en tout cas c'est ça qu'on va montrer sur la publicité, ou est-ce que réellement on est dans une activité qui participe d'une finance verte? Alors, Léo, je te passe la parole. Merci Bernard. Je vais essayer. Il y a pas mal de choses qui ont été dites sur le fonctionnement des banques éthiques. Je pense que le parallèle européen est vraiment important parce que
on se reconnaît comme faisant vraiment partie d'un réseau existant donc, au travers de la FEBA, comme vous l'expliquez Bernard à l'instant. On fonctionne finalement, que ce soit Banca Etica en Italie, GLS en Allemagne, peut-être également d'autres banques éthiques en Suisse ou en Espagne, à peu près tous de la même manière, donc sur ces fameux piliers que sont la transparence et l'allocation éthique des fonds auprès de projets qui ont une forte plus-value sociale et environnementale. Je voudrais faire peut-être le parallèle avec la question de la transition écologique, puisqu'on a fait pas mal de liens au début entre le financement des énergies fossiles et le rôle des banques qu'elles avaient dedans. Pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé aussi historiquement, finalement la NEF, mais aussi d'autres banques éthiques en Europe, c'est le cas en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, également en Allemagne pour des organismes qui sont similaires aux nôtres. On fonctionne en règle générale sur 3 grands piliers de financement de projets. Les projets de nature, on va dire, écologique, qui ont un impact vraiment fort sur l'environnement et une nature verte, on va dire, d'une certaine manière. Tout ce qui est vraiment lié à la dimension sociale et sociétale. Donc ça aussi, c'est un axe assez important. Donc tout ce qui est économie sociale et solidaire, on peut avoir l'insertion par l'activité économique, le logement social, l'ensemble de ces activités-là. Et enfin, le domaine culturel aussi, puisque l'ambition aussi des banques éthiques, c'est de pouvoir préserver aussi les savoirs, pas uniquement l'environnement et le bien-être, on va dire, humain sur cette planète, mais aussi la culture et les savoirs. Donc, c'est un point qui est assez important. Et on va dire que depuis, en gros, une quinzaine d'années, on a suivi un petit peu l'évolution de la société, pas par opportunité, mais plus parce qu'on avait vraiment des demandes qui ont été de plus en plus importantes du côté du domaine écologique. Pour vous donner quelques chiffres, je ne vais pas vous inonder de chiffres non plus, mais là où il y a à peu près une dizaine, quinzaine d'années, la NEF, et c'est le cas pour quasiment toutes les banques éthiques en Europe, le domaine écologique représentait 40-50% des financements. Aujourd'hui, ça représente quasiment 85%. Le domaine vraiment de la transition écologique. Et cette réalité, elle est vraiment liée à la prise de conscience citoyenne qu'il y a eu sur les principes de la transition écologique. Vous avez tous vu fleurir et voire même le marché de la bio complètement exploser, toute la filière. Vous avez vu également la question des énergies renouvelables se développer et devenir une réalité concrète. Vous pouvez prendre un contrat d'électricité chez Enercop. Vous avez vraiment pas mal de possibilités d'agir concrètement sur le domaine de la transition écologique et environnementale. Et nous, naturellement, vu qu'on répond à des enjeux de ces organisations, comme vous l'expliquait Bernard un peu plus tôt, on a accompagné finalement ce développement de l'ensemble de l'économie verte, puisqu'on avait de plus en plus de demandes dans ces domaines-là. Quand on parle vraiment de la transition écologique, on a à la fois tout ce qui peut être lié vraiment à la filière bio, qui représente chez nous, chez pas mal de partenaires européens, quasiment la moitié de nos financements. Donc, quand on parle de filière, c'est vraiment l'ensemble de la filière, vraiment de l'agriculteur jusqu'au distributeur, en passant par des grossistes, etc. Donc, c'est l'intégralité de la filière jusque dans vos assiettes. Et le deuxième, on va dire, grand domaine, ce sont les énergies renouvelables. Donc là, ce sont des montants beaucoup plus importants. Et c'est vraiment les deux tonalités finalement qu'ont pris un petit peu notre portefeuille de crédit, pour parler ainsi, ces dernières années, et qui est en train de s'accélérer. Ça ne veut pas dire qu'on se désengage finalement des autres champs qui sont vraiment très chers à nos yeux et qui sont vraiment partie des fondements de l'ensemble des banques éthiques en Europe. Mais l'évolution de la société fait que de plus en plus on se colorise en vert. Et je terminerai quand même par dire quelque chose qui me semble aussi important, malgré cette tendance, on va dire, à avoir de plus en plus de demandes de financement dans l'économie verte. On voit des choses qui sont assez intéressantes.
c'est que finalement, ces 3 secteurs que je vous ai un petit peu schématisés en écologie, sociale et culturelle deviennent de plus en plus poreux entre eux. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que les entreprises, les organisations qui font appel à nous ont des projets de plus en plus globaux, qui intègrent vraiment multidimensionnels, qui intègrent à la fois une dimension écologique, mais aussi une dimension sociale. C'est très fréquent qu'on se retrouve avec des projets d'insertion par l'activité économique qui ont une démarche écologique très importante, ou à l'inverse, on peut trouver également des projets de commerce équitable qui s'intéressent plus à à une juste rémunération des producteurs qui ont aussi une démarche biologique ou biodynamique. Donc on voit aussi les projets qui nous sont présentés de plus en plus forts, de plus en plus assis sur des principes de transformation et de transition écologique et sociale, ce qui fait que cette répartition-là, elle est en train de peut-être disparaître, et nous, c'est un petit peu notre souhait d'avoir vraiment en face de nous des projets de plus en plus impactants qui permettent de répondre à différents enjeux. Voilà, de mon côté, je vais laisser peut-être la parole à d'autres. Oui, merci Bernard et Léo pour cette présentation. C'était vraiment passionnant. On va maintenant passer à un autre exemple d'une solution avec le projet Helios. Donc, c'est Julia Menaya et Maëva Courtois qui vont nous exposer leur projet maintenant. Ok, on m'entend? Ok, super. Bonjour à tous et tout d'abord, merci pour l'invitation aujourd'hui. On est ravis de venir parler finances durables et finances fossiles. Pour me présenter brièvement, je suis du coup Maëva Courtois, cofondatrice d'Helios. Helios, c'est une initiative qui a été créée en 2019 et qui vise à créer un nouveau modèle bancaire qui prenne en compte les enjeux environnementaux et qui permette d'accélérer l'émergence d'une économie plus durable. Donc, toujours sur le même sujet. De mon côté, pour me présenter très brièvement, du coup, j'ai travaillé plusieurs années en banque. J'ai ensuite intégré un fonds d'investissement pour créer et diriger leur département de finances durables. Et ça a été une très bonne expérience, mais j'ai été frappée par la lenteur du système financier à prendre vraiment en compte les enjeux climatiques et de voir que les échéances étaient vraiment très lointaines, trop lointaines, et qu'il y avait quand même, comme vous disiez, une grosse partie de greenwashing dans le secteur. Donc, avec Helios, le problème auquel on veut s'attaquer, c'est d'apporter de la transparence dans le système bancaire. Donc, c'est là où je pense qu'on se recoupe tous ce soir. Parce que comme on l'a bien expliqué jusque-là, mais je vais faire un petit rappel pour ceux qui viennent de joindre la discussion. Aujourd'hui, quand on est particulier, on ne sait pas à quoi sert son argent quand on le place en banque. Sauf que, pour faire simple, quand l'argent est déposé en banque, ça permet à la banque derrière de créer des prêts qui va aux particuliers et aux entreprises. Et comme l'ont expliqué Laurette et Alexandre, les banques utilisent une part importante de ces dépôts bancaires pour financer des entreprises qui représentent un risque pour l'environnement. Donc, la production d'énergie fossile, c'est un exemple, mais comme Alexandre l'a dit, il y a plein d'autres entreprises qui sont pas pris en compte en plus dans le rapport. Donc, en fait, à la fin, on soutient tous indirectement via notre banque la crise climatique. Notre enjeu avec Helios, c'est d'essayer de remettre à plat le modèle de la banque, d'une part en arrêtant d'aggraver la crise climatique, du coup en ne finançant pas les entreprises qui représentent un risque pour l'environnement, et d'autre part d'apporter de la transparence dans ce qui est financé. Troisièmement, à terme, on voudrait utiliser le levier de l'épargne, qui est important pour accélérer la transition écologique. Parce que si on ose espérer se positionner sur une trajectoire de 2 degrés et se rapprocher d'une économie bas carbone, comme l'ont promis beaucoup de gouvernements et beaucoup d'entreprises dans les prochaines années, on ne peut pas imaginer que ce soit possible en continuant de démarrer des nouveaux projets d'énergie fossile. Et donc, Laurette l'a expliqué tout à l'heure, mais pour que ces projets débutent, il faut qu'une banque accepte de les financer. Et donc, par exemple, si on continue d'accepter de nouveaux financements dans une centrale à charbon, qui a une durée de vie moyenne d'environ 40 ans, c'est pas cohérent avec des objectifs 2 degrés. Donc, la question qu'on peut se poser et qu'on se pose, c'est quel rôle la banque, en général, peut-elle jouer dans la transition écologique? Et est-ce qu'elle peut être un levier pour accélérer l'émergence d'une économie bas carbone? Aujourd'hui, quand on associe finance et durable ou finance et utile, on a du mal à visualiser le lien.
parce que la finance est très décriée, et surtout depuis la crise de 2008, parce qu'elle a en fait perdu son rôle premier, qui est d'accompagner l'économie réelle. Et aujourd'hui, elle est plutôt devenue une fin en soi, où l'économie se met au service de la finance, plutôt que ce soit la finance qui soit au service de l'économie. Donc chez Helios, on veut que la finance revienne à ce pourquoi elle a été créée au départ, qu'on en revienne aux basiques et aux fondamentaux. Donc incontestablement, le rôle premier de la finance, c'est d'accompagner le développement de l'économie réelle, et elle le fait en permettant aux agents économiques qui sont les États, les ménages, les entreprises, d'entreprendre des projets à long terme, alors même qu'ils n'ont pas aujourd'hui les ressources suffisantes pour le faire, donc via des prêts par exemple. Et notamment après les 30 glorieuses, la finance a été un facteur de progrès, donc économique, social, technique et d'innovation. Elle a contribué à dynamiser, par exemple, l'emploi, élever les niveaux de vie et accélérer le développement de nos sociétés actuelles. Mais ce rôle, il s'accompagne d'une responsabilité, et cette responsabilité, c'est d'accompagner l'émergence de l'économie. Donc, il est important que, quand on a cette responsabilité, il est important de s'interroger sur nos intentions, nos valeurs et les priorités en matière de progrès et d'avenir pour les générations futures. Donc, aujourd'hui, l'urgence environnementale et sociale, c'est l'occasion de redéfinir la mission de la banque pour revenir à ses fondamentaux qu'elle a complètement perdus ces dernières années et réviser la notion de profit en y intégrant des nouveaux enjeux auxquels la planète et notre société en général sont confrontées. Donc, aujourd'hui, pour qu'on essaie, même si on a fait un petit topo sur les chiffres tout à l'heure, on peut essayer de situer un peu. La finance mondiale, ça pèse environ 400 000 milliards de dollars dans le monde. Donc, c'est environ 4,5 fois plus que le PIB mondial. Et en Europe, les banques, les banques européennes, ça correspond à 3,5 fois plus environ que le PIB de la zone. Donc, et au niveau de la France, si on prend l'épargne des Français, c'est à peu près 5 000 milliards d'euros. Donc, ça dit pas grand-chose, mais ça paraît quand même assez important. Et Alexandre l'a dit, c'est une base importante, plus importante que le PIB. Donc, il y a de l'argent. Et la finance, elle peut être un levier très important si on la met au service d'une économie durable, et elle doit faire partie de la solution. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on repense ce système financier pour faire en sorte que la finance redevienne utile à l'économie réelle et qu'elle en soit moteur. Donc, qu'on utilise l'argent disponible pour financer la transition écologique, c'est un premier point, mais aussi de développer des alternatives qui répondent effectivement aux besoins des citoyens et des épargnants. Pour faire ça, une première piste, ça serait déjà de faire évoluer les critères financiers, parce que le seul critère de rentabilité et les approches court-termistes qui ont longtemps dominé sont plus adaptés au contexte actuel. Un horizon plus long terme doit guider nos choix pour permettre le développement de projets d'utilité sociale et au service de l'économie réelle. Concrètement, on pense qu'il faut intégrer directement ces objectifs environnementaux dans les rapports financiers de manière systématique pour que ça devienne des objectifs à part entière pour les financiers et les entreprises, et qu'on arrête d'être rivé sur une croissance court-termiste et une croissance des résultats tous les trimestres. Ensuite, il y a aussi un concept qui est bien connu, c'est le concept de pollueur-payeur, le fait qu'on répercute aux entreprises émissives la pollution qu'elles ont générée. C'est le but du marché carbone européen qui est assez limite malheureusement, mais le but du marché carbone européen, c'est à la base son but. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que plus une entreprise émet des gaz à effet de serre, plus elle est taxée. Et cette taxe carbone, ça impacte directement le prix de production de l'entreprise et ça impacte aussi directement ses marges. Donc, vu que l'entreprise gagne moins d'argent en vendant un produit émissif, si le système marche bien, à la fin, elle est censée se transformer de fait vers quelque chose de moins émissif pour gagner plus d'argent, globalement. Donc, quand on parle d'environnement, à notre échelle, on sait qu'on peut agir à plusieurs niveaux. Le premier, c'est vraiment le niveau citoyen, en allant voter, dans l'espoir, d'influencer les politiques publiques. Ça, on l'a bien en tête. Ensuite, au niveau du consommateur, depuis quelques années, on voit que le concept de vote du consommateur s'est développé et qui permet de privilégier tel ou tel produit ou telle enseigne plutôt qu'une autre. Et ça a permis de développer des super initiatives comme du bio, du plus local et des nouveaux modèles de production.
Par contre, au niveau bancaire, qui est un pilier très important de l'économie actuelle, le choix et cette notion de vote, elle n'est pas du tout intégrée. Le fait que les acteurs financiers essaient de complexifier la banque avec des termes techniques, ça crée un flou ambiant et en fait un très faible engagement du client final, ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment comment questionner le modèle de la banque et comment faire bouger ce secteur. Pourtant, il est essentiel d'utiliser le levier de la banque de la même manière qu'on utilise le levier du citoyen et le levier de consommateur pour relever les défis environnementaux et sociaux. Et pour ça, on pense qu'il faut démystifier la banque pour que chacun puisse s'engager au même titre qu'on le fait en tant que citoyen ou consommateur dans son choix de banque. Donc, chez Helios, on a décidé d'ouvrir la réflexion à tous. On veut construire la banque du coup grâce à l'intelligence collective et que les clients se sentent aussi intégrés au projet et commencent à s'intéresser aussi au milieu de la finance quand c'était pas déjà le cas avant. Mais et c'est le cas, par exemple, pour donner un exemple, là, nous, on travaille sur une liste d'exclusion des secteurs qui ne sont pas financés chez Helios. Et cette liste, du coup, on l'a proposée collaborative et où chacun peut proposer un secteur à exclure. Donc, le grand défi qu'on voit pour ces prochaines années, c'est d'éviter la crise climatique. Pour nous, chez Helios, avec Julia, on pense que la banque, c'est un outil essentiel et que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, quels que soient ses moyens. Et c'est comme l'a dit Bernard, si chacun pense qu'il n'a pas assez les moyens, à la fin, 1 milliard de personnes, ça fait suffisamment d'argent. Et quand vous pensez à votre engagement dans la préservation de l'environnement et aux gestes que vous faites pour diminuer votre impact, c'est intéressant de se poser la question « Pourquoi je fais ça ?» et « Qu'est-ce que j'attends réellement de cet engagement ?» Et parce que si notre but, c'est de vraiment changer les choses, d'arrêter de détruire chaque jour plus nos écosystèmes, d'arrêter d'émettre indéfiniment du CO2, d'arrêter la déforestation, la pollution plastique ou l'alimentation pleine de pesticides, il faut déjà commencer par arrêter de financer ces activités destructrices pour la planète. Et pour ça, prendre conscience de l'impact de sa banque, c'est déjà un premier pas. D'où l'intérêt de ce beau live ce soir où j'espère qu'on en ressortira tous plus conscients de l'impact de la banque. Et plus concrètement, avec Helios, on veut créer un nouveau modèle de banque qui soit transparent et respectueux de l'environnement. Et aujourd'hui, Helios, on est en cours de développement et on proposera des comptes courants à partir de l'automne. Donc, juste pour finir, après, nous, aujourd'hui, on a besoin de 10 000 préinscriptions pour pouvoir lancer le projet. Et donc, si ça vous intéresse, on cherche des ambassadeurs et des nouveaux clients pour rejoindre l'équipe et proposer des nouvelles idées. Voilà. Je te redonne la parole, Alice. Merci Maëva pour cette présentation très complète. Maintenant, on va laisser parler Julie, qui va témoigner en tant que citoyenne, comme vous tous et vous toutes qui nous écoutez, de son rapport et de ses questionnements à la finance éthique. Bonjour à tous, je m'appelle Julie, je suis une jeune active, j'habite à Paris et c'est vrai que depuis quelques temps, je veux vraiment développer mon action citoyenne et je me demandais par quels moyens je peux faire quelque chose concrètement maintenant. Et il faut dire que ce live m'a plutôt convaincue, c'est-à-dire que les questions que j'avais en début de session ont été répondues. Répondues. Et donc, je peux vous le dire brièvement, en fait, c'était, par exemple, en cas de crise financière, est-ce que mon argent est-ce que je risque de perdre mon argent plus que si je suis dans une grande banque? Ou alors, quel type d'interlocuteur je vais avoir en face de moi? Est-ce que je serai juste un numéro ou est-ce que justement les interlocuteurs de la banque sont le reflet de la banque? Parce que ça m'a l'air d'être le cas absolument, donc je suis ravie. Finalement, j'ai l'impression que les freins que je me suis mise depuis le début, ce sont des freins presque des biais, on va dire, des biais cognitifs où je me suis dit non, par exemple, la loyauté envers ma banque actuelle ou alors c'est la banque de ma famille, tout le monde l'utilise. Est-ce que moi, je peux me détacher de ça?
voilà, finalement, j'ai l'impression que les seuls freins en fait à changer de banque sont des freins qu'on a plutôt dans la tête. Il n'y a pas de frein autre que ça, et je trouve ça intéressant. J'ai hâte d'en connaître plus sur les réactions des personnes qui ont suivi ce live pour voir ce qu'elles en pensent aussi et si elles se rapprochent de mon sentiment. Merci en tout cas. Merci Julie. Donc merci à tous les intervenants. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions du public. On a eu plusieurs questions. Je vais commencer par les questions liées à la présentation de Laurette et Alexandre. Donc il y a eu plusieurs questions méthodologiques. Donc une première question de Pierre par rapport aux chiffres charbon qui ont été présentés. Il voulait avoir une précision sur l'échelle. Est-ce que c'était des chiffres au niveau France, au niveau Europe, au niveau monde? Ouais. Merci pour la question. Donc en effet, je vais préciser sur le secteur du charbon. Donc comme je le disais, les banques françaises ont arrêté de financer directement des projets. Donc c'est une de leurs activités, c'est du financement de projets. Donc ça, elles ont arrêté aux alentours de la COP21. Par contre, elles continuent à alimenter l'industrie et notamment la construction de nouvelles centrales à charbon via leur soutien aux entreprises du secteur. Donc c'est bien les entreprises dont on parle. Et donc, les chiffres dont je parlais, ce sont les soutiens des 4 grandes banques françaises. On a fait une liste, en fait, de toutes les entreprises du monde. Il y en a 258 qui prévoient de construire des nouvelles centrales à charbon. Donc, plus de 1000 nouvelles centrales à charbon dans le monde. Et donc, ces entreprises-là, à partir du moment où elles construisent des nouvelles centrales à charbon, en fait, ça nous semble complètement vrai d'arrêter complètement de les financer. Et donc, c'est ces flux de financement qu'on avait regardé, donc à la fois du côté des prêts et à la fois de l'émission d'actions et d'obligations sur les marchés. Et là, le chiffre donc pour ces 4 banques, c'est 18 milliards de dollars de financement entre 2017 et 2019, avec donc BNP Paribas en tête, qui est notamment la 5e banque au monde à accorder le plus de prêts à ces entreprises. Donc, il y a quand même beaucoup de banques et beaucoup de banques très sad, notamment les Asiatiques, les Américaines, etc. Et on a quand même un fleuron de l'économie français, BNP Paribas, qui est la 5e prêteuse au monde aux entreprises qui construisent de nouvelles centrales à charbon. Donc, c'est un peu la honte. Par contre, je voulais aussi modérer, entre guillemets, parce que justement, le fait du fait de aussi la mobilisation des citoyens, etc., toutes les banques, typiquement sur le charbon, ne sont pas au même niveau. Donc, il y a notamment des banques qui se sont engagées sur des trajectoires de sortie du charbon qui en tout cas sur le papier pour l'instant, on attend qu'elles les mettent en œuvre, sont alignées avec l'accord de Paris. Et donc, ce sont des changements. Bien sûr, encore une fois, je le répète, ils ne sont pas du tout suffisants. Et ça, les chiffres qu'on a montrés avant le montrent. Mais encore une fois, en fait, sur certains secteurs, même là, il y a du coup, il y a quand même plusieurs vitesses en termes de banque. Ok, super, merci. Une deuxième question méthodologique qui est un peu en lien avec cette première question, c'est par rapport à la nature des flux donc, que vous avez comptabilisés. Donc Pierre voulait savoir comment est-ce que vous les identifiez. Est-ce que c'est les entreprises financées ou c'est plutôt au niveau des projets? Comment est-ce que vous faites la traçabilité? Je vais répondre encore une fois et Alex, n'hésite pas à me compléter. En fait, ça dépend vraiment de la recherche qu'on va faire, mais on peut tout à fait, on peut avoir accès justement au financement aux entreprises ou au financement aux projets. Donc souvent, on regarde les deux en fait. Donc, est-ce que c'était un financement qui était fléché vers un projet en particulier ou un financement à une entreprise et où est-ce qu'on va chercher l'information? Déjà en termes de financement qu'on va regarder, donc ça peut être des prêts, ça peut être, comme j'ai des émissions d'actions, d'obligations sur les marchés. Donc, c'est un autre type de financement. Et après, ça peut être aussi, en fait, les investissements, donc l'achat d'actions dans des entreprises, notamment du coup les entreprises cotées, les grandes entreprises. Et donc, en fait, on n'a pas accès à ces données financières. Juste vous et moi, on va sur un petit site internet et ça marche, c'est trop bien. En fait, il y a des bases de données financières qui peuvent aller chercher ces données-là. Et en fait, pour y avoir accès, c'est payant.
Donc nous, on va payer en fait des gens pour faire ce travail-là pour nous, notamment un cabinet indépendant néerlandais qui justement paye cet accès-là. Et ce que je voulais quand même préciser, c'est que donc on a accès à une partie des données qui sont les financements à des entreprises quand les financements sont groupés. Donc si 10 banques ensemble disent « Ah, on va donner un prêt à Total », ça on peut le voir. Par contre, si BNP décide de donner un prêt à Total, c'est un prêt bilatéral et là, c'est secret bancaire. Donc, c'est vraiment très opaque et donc ces données-là ne permettent pas de comptabiliser l'ensemble des flux financiers. Ça, il faudrait que les banques ou l'État exigent la transparence. D'accord, oui. Donc encore une fois, le travail des ONG est rendu compliqué du fait de l'absence de transparence des entreprises. Encore une question pour aller encore plus loin au niveau méthodologique. Les conclusions du rapport ont interpellé le public. C'était par rapport donc aux entreprises qui financent des projets très carbone. Enfin, les banques, elles financent directement les projets ou elles financent des entreprises qui portent ce genre de projet? Je ne sais pas si la distinction est claire. Alexandre? Yes, c'est très clair, merci Lise. Alors en fait, une banque, elle peut faire soit un financement de projet, donc là, elle va financer un projet direct. Donc, je ne sais pas, RWE, une entreprise allemande qui fait des centrales à charbon, va ouvrir une centrale à Francfort, je dis n'importe quoi. Là, elle peut aller voir BNP Paribas pour financer cette centrale à charbon spécifiquement. Alors ici, en l'occurrence, et comme l'a expliqué Laurette, les banques françaises se sont engagées à ne plus faire ça. Donc, tout ce qui est financement de projets directement, elles ne le font plus. Mais par contre, elle peut financer RWE d'une autre façon. Et donc là, on va parler d'un financement corporate, pour être technique. Et en fait, c'est juste, elle peut faire un prêt général à une entreprise, donc elle peut faire un prêt à RWE. Or, RWE va quand même recevoir les sous et va quand même pouvoir ouvrir sa centrale. Donc, il y a ces deux notions-là. Et donc, dans tout ce dont on parlait, on prenait en compte les financements de projet et les prêts corporate. Et donc, les prêts corporate, c'est un prêt directement à une entreprise. Donc, BNP Paribas fait un prêt à Total ou Total émet une action sur les marchés financiers que BNP Paribas va racheter, etc. etc. Voilà, j'espère que c'est clair. Oui, merci Alexandre. Alors maintenant, des questions plutôt pour les banques peut-être. Donc par exemple, Bernard, est-ce que tu pourrais éclairer nos participants sur des produits d'épargne des banques classiques, on va dire. Certaines personnes se demandent si ça pourrait être des alternatives satisfaisantes. Donc par exemple, on a le label Finansol qui existe ou le label Greenfin ou les assurances vie. Est-ce que c'est mieux que rien? Alors, je pense que effectivement, on est dans un univers où beaucoup de choses se disent et moins de choses se font, et donc il faut se donner des balises. Et les labels sont souvent une balise pour pouvoir s'orienter. C'est certain que des labels comme Finansol ou comme Greenfin sont des critères quand même qui permettent d'avoir une certaine sécurité sur l'utilisation qui va être faite. Je pense qu'il faut néanmoins toujours s'obliger à aller un peu plus loin, parce que parfois, je vais vous montrer quelque chose. Magritte, qui est un peintre surréaliste très très intéressant, avait fait cette peinture. Bon, c'est pas dans mes prix, ce qui fait que je me suis contenté de la boîte à biscuits. Ceci n'est pas une pipe. Pourquoi ceci n'est pas une pipe? Ben non, c'est l'image d'une pipe. Les labels, c'est parfois la même chose. Je vais vous donner un exemple, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir ça en tête. Il existe des assurances vie, pour prendre cet exemple-là, qui sont labellisées, donc vous avez la garantie, que c'est social, solidaire, etc. Mais elles ne sont pas commercialisées. Elles n'existent pas, vous ne les aurez jamais, ou vous les proposerez jamais. Mais en attendant, on a un outil dans une grande entreprise qui est labellisé. De la même façon que quand on fait de l'investissement socialement responsable,
probablement que si je suis une grande banque, je vais créer un fonds d'investissement socialement responsable. Comme ça vous permettra de mettre de l'argent avec un certain nombre de garanties. Effectivement, vous aurez un certain nombre de garanties et ça aura éventuellement un label. Mais quand quelqu'un fait de la finance socialement responsable dans une partie de son activité, est-ce que ça veut dire que tout le restant est de la finance socialement irresponsable? Ou c'est quoi qui fait vivre l'ensemble de l'organisation à laquelle on va confier son argent? Est-ce qu'on peut se contenter du label sur un produit, ou bien est-ce que c'est tout le mode de l'organisation qui est important? Personnellement, je pense que c'est tout le mode de l'organisation qui est important, et parfois il existe d'autres labels qui permettent de se repérer. Je pense au label ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est l'entreprise qui est labellisée dans son ensemble, c'est pas un produit. C'est déjà quelque chose à garder en tête parce que ça peut permettre d'avoir des indications supplémentaires. Donc les labels, je pense que c'est un bon repère et qu'il faut toujours se méfier parce que finalement, qu'est-ce qui m'empêcherait de créer un label des bons biscuits et de mettre mes biscuits avec ce label-là? Finalement, tout dépend de ce qu'il y a derrière et comment je constitue mon label, qui décide, comment ça se fonctionne. Et le label ne peut pas être ce qui va cacher l'information et la transparence. Ça va jamais remplacer la transparence. Ça peut vous donner une indication, vous permettre d'aller vers ce qui est labellisé, mais ne vous arrêtez pas au label, allez plus loin. La boîte de biscuits, c'est dedans que c'est bon. Merci Bernard, c'était très clair. J'ai une autre question spécifique à l'ADEF. Valérie voudrait savoir si l'ADEF proposera un jour bientôt des comptes courants. Je veux bien donner quelques éléments de réponse et Bernard me complétera si j'oublie des choses. Je vais donner 2 éléments de réponse parce que je pense que c'est important, peut-être une réflexion un peu plus globale sur cet objectif presque inatteignable du compte courant. Il y a peut-être pas mal de méprise par rapport à l'impact finalement que peut avoir un compte courant dans tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Je pense que c'est important de se rappeler quelles sommes sont en jeu et on a environ 5 fois plus d'argent. Alors, ça dépend comment on calcule. 5 fois plus d'argent. C'est un petit peu le calcul qu'on a en interne sur des produits d'épargne, donc qui ne sont pas des comptes courants que sur des comptes courants. Et la deuxième caractéristique, notamment en France, c'est la stabilité finalement de l'argent qu'on dépose sur des produits d'épargne. Pourquoi tout ça c'est important? Si je vous mets schématiquement ce que vous allez garder finalement sur un compte courant, vous allez garder quelques milliers d'euros, centaines d'euros, pour pouvoir fonctionner au quotidien. Finalement, cet argent va être très volatile. Vous allez l'utiliser pour consommer, pour payer votre loyer, vos factures, pour aller acheter des légumes bio ou un nouveau vélo. Et finalement, cet argent va pas rester très longtemps. Donc, pour la banque, quelle que soit la banque d'ailleurs, c'est un argent difficilement mobilisable pour changer les choses comme on l'a indiqué jusqu'à présent. En règle générale, il y a des questions de liquidité derrière ça. Un banquier préfère toujours, quand il doit financer un projet sur 7, 8, 10 ans, 15 ans, avoir de l'argent stable qui va rester dans la banque très longtemps pour ne pas être dans un risque de liquidité si tous les épargnants ou une bonne partie des épargnants souhaitent retirer leur argent à un moment donné. Et donc, l'argent de compte courant, finalement, c'est pas un argent très, très utile en réalité. Ça sert, bien sûr, ça rentre dans le bilan de la banque et ça a un impact, mais ça a un impact beaucoup moindre finalement que l'argent qui est déposé sur des livrets d'épargne qui sont très stables, même si on a la possibilité de les retirer régulièrement. Et donc, c'est important d'avoir cela en tête. C'est en règle générale, plus en changeant d'épargne que en changeant son argent de compte courant, qu'on va vraiment changer les choses. Cela dit, je sais très bien que la plupart des gens qui nous écoutent et d'une manière générale le grand public qui s'intéresse finalement à ces questions-là a besoin de pouvoir fonctionner au quotidien, a besoin d'une carte bancaire et ne considère qu'il a changé de banque complètement que quand il a également son compte courant. Mais je pense que c'était important de rappeler par rapport à l'impact qu'on veut avoir sur la finance, de rappeler cet élément-là d'introduction. Bernard, tu voulais compléter?
Oui, j'ai envie de dire, pour une banque éthique, c'est quelque chose de relativement accessoire, parce que l'important, c'est l'épargne. Pour les citoyens, c'est important parce que c'est la façon de rentrer dans le milieu de la finance et de la banque. Et c'est la raison pour laquelle on va le proposer incessamment. Tout à fait, tout à fait. Voilà, moi je pensais que c'était important quand même d'avoir un peu ce regard-là. Effectivement, il y a cette attente qui est très forte du côté de la nef. Ça fait des années qu'on nous demande quand est-ce qu'on va sortir un concurrent, une solution avec une carte bancaire. On y travaille toujours. L'objectif pour nous serait de nous orienter plutôt vers une solution compte de paiement, un petit peu comme ce qui vous a été présenté précédemment. Le compte de paiement a quelques différences en termes de caractéristiques, mais reste assez proche en termes de fonctionnement du compte courant. La grande différence, c'est l'absence de découvert en compte et l'absence de chéquier. Donc ça coupe une partie finalement des besoins, mais globalement, ça répond à 90% des besoins qu'on peut avoir en France par rapport aux solutions du quotidien. Donc typiquement le compte courant, c'est-à-dire de pouvoir domicilier un salaire, générer des virements et avoir des prélèvements automatiques et pouvoir faire des paiements, bien entendu, avec une carte. Donc, on s'orienterait plutôt vers cette solution dans un premier temps. Très bien, merci. J'ai une question de Claire, je ne sais pas qui peut répondre. Donc, manifestez-vous si vous savez répondre. Est-ce que vous connaissez Oiko Crédit France qui mobilise l'épargne citoyenne depuis 1975? Bernard? Oui, je pense que c'est une organisation qui est internationale et qui se retrouve à toute une série d'endroits et qui travaille beaucoup sur de la microfinance dans les pays du Sud. Et je pense qu'à ma connaissance, ils font des choses très intéressantes. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre connaît Oiko Crédit France? Non. Ok. On a eu d'autres questions sinon des participants pour savoir s'il y avait d'autres banques éthiques que la nef et Helios actuellement. Donc, on nous a posé des questions sur le crédit mutuel, le crédit coopératif. Est-ce que quelqu'un a un avis sur ces banques-là pour nous faire comme une échelle Bernard veut parler. Je pense que je vais évidemment pas du tout répondre à cette question. Pourquoi? Parce que je vais pas aller distribuer des bons points et des mauvais points. Moi, ce qui m'importe en tant que nef, c'est de montrer ce qui est possible de faire. Et ça, c'est important. C'est de dire, travaillez comme vous voulez dans les banques. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer qu'il est possible de faire fonctionner une banque différemment, autrement. C'est ça qu'on fait. Donc, je distribue pas les bons points. Mais par contre, je vous renvoie à ce que je vous disais. Allez voir derrière. Allez gratter, allez voir qu'est-ce qui se passe derrière. Derrière les mots, c'est quoi l'action, c'est quoi l'activité. Et faites-le chacun pour votre banque, et ça vous permettra de vous donner aussi une idée de ce que fait votre banque, et puis de décider jusqu'où vous êtes à l'aise ou vous n'êtes pas à l'aise. Et puis, comme c'est pas toujours facile de s'en sortir tout seul, il y a heureusement des gens qui font aussi le travail pour vous. Je pense qu'Oxfam et les Amis de la Terre font régulièrement un travail très, très en profondeur sur ce que font les banques. Et établissent des classements, etc. Je pense que la meilleure chose, c'est d'aller voir ça, d'essayer soi-même et d'aller voir ceux qui le font pour vous. Oui, je vais peut-être donner quelques éléments de réponse aussi. De manière générale, ce qu'on voit, c'est que plus une banque est grosse, est portée vers l'international et exposée au marché financier et globalisée, disons, plus en fait ces actions vont être toxiques. Donc c'est quand même une bonne mesure d'aller regarder ça. Et c'est d'ailleurs souvent les placements produits entre la taille de la banque et son implantation et son activité. Donc c'est aussi pour ça que en tête du classement, on trouve toujours les 4 grosses dont on a pas mal parlé. Ensuite, donc le Crédit Mutuel est une banque plus petite, mais qui est aussi, qui est coopérative, mais qui est aussi une banque traditionnelle dans le sens qu'elle a des activités qui sont vertes et beaucoup moins vertes. Donc elle va être beaucoup moins exposée aux grosses entreprises du charbon au niveau mondial, mais elle n'est pas à l'écart de l'ensemble de ce type de marché.
Et ensuite, on va avoir la Banque Postale, qui est qui est une banque qui est beaucoup plus implantée en France et peu à l'international, qui est aussi une banque, en tout cas traditionnellement solidaire, etc., donc qui est moins exposée. Enfin, là, je parle en termes d'énergie fossile, hein, je précise, qui n'est même pas exposée aux énergies fossiles dans les activités de financement. Et ensuite, donc, disons que c'est un petit peu le dégradé des banques plus traditionnelles. Et ensuite, il y a en effet des banques éthiques dont on a des représentants ici et qui justement essayent d'avoir un impact positif au-delà d'essayer de limiter parfois leur impact négatif. En tout cas, c'est un peu moi la manière dont je le présente. N'hésitez pas à rebondir si vous avez des choses à dire. Merci Laurette. On arrive au bout de ce live. Donc juste pour conclure, je voudrais revenir sur des constatations qui ont été énoncées tout au long de cette heure et demie que vous avez passée avec nous, où en fait, pour la plupart des gens, l'argent, ça semble peut-être plus immatériel que l'alimentation ou les transports, et donc ce n'est pas du tout l'une des premières actions sur laquelle on va agir pour combattre la crise écologique, et pourtant, elle a un impact vraiment fondamental. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce live, en fait, pour vous permettre à toutes et à tous de vous rendre compte de l'impact de la finance sur la transition énergétique. Et donc voilà, la première étape, c'est de se poser des questions. Dans ce live, j'espère qu'il vous a permis de vous poser des questions. Et voilà. Et donc, deuxième étape, ce sera de poser ces questions à votre banquier dans votre banque actuelle, savoir où il en est, lui demander pourquoi il n'est pas aussi vertueux que d'autres banques, peut-être. Et donc, si vous avez envie ensuite d'élargir votre panel, vous pouvez vous reporter au rapport d'Oxfam et des Habits de la Terre pour connaître toutes les autres banques, les autres alternatives possibles pour changer éventuellement. Voilà. Bien, je vais conclure ce live de la base en vous remerciant à toutes et à tous, tous les participants et tous les intervenants. Donc, je rappelle que ce soir, nous avions les organisations Oxfam, les Amis de la Terre, la NEF et Helios qui ont participé. Vous vous en doutez tous, la base est fermée en ce moment. Donc, je vous invite à participer et à donner à prix libre sur le live de la base, où vous avez un petit lien qui s'appelle labase.paris/don, et je vous invite donc à participer à prix libre à ce live. J'espère qu'on a réussi à vous convaincre de transiter vers une banque plus éthique. Et je voulais vous souhaiter une belle soirée à tous. Et nous vous retrouvons demain pour un nouveau live de la base sur les enjeux énergie-climat. Voilà, belle soirée à tous. Je vous remercie. Au revoir. Il fallait que je parle avec